on était en train de finaliser l'émission et à la grande surprise, la sueur annonce que le combat de Taylor est annulé parce que son adversaire il a pas eu le visa. Euh, Ça va être compliqué, je pense, de trouver un adversaire d'ici là, mais je suis là si le combat il se fait pas, je suis vraiment dégoûté pour Taylor parce que Non, écoute, franchement, je te dis, je peux pas imaginer une seconde que Taylor ne combatte pas. Sinon, je te jure, c'est incroyable. C'est pas possible. Écoute ce que je te dis. Ouais, ça, j'ai vu. Non, mais je le vois que peut-être son adversaire, je suis choqué. mais l'UFC va lui trouver un adversaire. Ça veut dire que même ils vont Bah, aller j'espère, hein. trouver, ils vont lui trouver un Européen. Ils vont lui trouver quelqu'un. Écoute ce que je te dis. Écoute ce que je te dis. Ils vont lui trouver quelqu'un. Bah franchement j'espère hein, parce qu'on sait que l'année dernière c'était blessé, il devait faire son retour. Il y a même le fait qu'il a été cuté de l'UFC là pour parler un petit peu du passé, c'était un peu injuste, tu vois. Et là en tout cas tout le monde attendait son combat. Mais j'espère en tout cas parce que là je me dis même en tant il y a qui en français qui pourrait par exemple prendre son combat, ce combat-là en short notice. Bah non, le seul, c'était Guémouri. Après, il y a dans cette caté-là, c'est Mustapha Aïda, c'est qui? C'est Elias Boumezgan, etc. Mais les mecs qui font des régimes, tu descends pas à 61 kilos comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est bon. Bah, après, C'est- là, c'est- forcément, ça parle de catchweight, hein. Non, mais moi, je te dis, ils vont aller chercher un Anglais ou un Irlandais ou peut-être même un Européen, peu importe, mais ils vont trouver. C'est sûr. Eh mec, c'est pas possible. Là, je te jure, le combat de Taylor, il est important et pour la carte, Ah, je il est sais pas vraiment pourquoi, important. je pense pourquoi pas à Paul Hughes. Même si c'est une Bah catégorie au-dessus. ouais, Paul Hux, mais Taylor, il va pas l'affronter à 66, le mec, c'est un bordel à 66, hein. Il est lourd, quoi, par Ouais, rapport à Taylor. Après, ouais, c'est vrai. là, il y a, c'est plus le mec qui, je pense plus à un mec qui combat à 58 qui combattrait à 61, tu vois. Ouais, ouais. Je pense. Bah écoute. Après, tu sais, quand il y a un UFC à l'approche comme ça, bien souvent, les adversaires, ils se tiennent prêts. Tu vois, tu as Oui, toujours des gars qui se tiennent comme à l'époque, oui, bien sûr. l'année dernière, il y avait beaucoup de mecs qui se tenaient prêts au poids, etc., avec les papiers médicaux, etc., pour pouvoir justement intégrer en short notice Ouais, ouais, quand aussi un le... blessé ou un combat annulé, ouais. Et ouais. Mais écoutez, en tout cas, triste nouvelle, j'espère qu'ils vont vraiment trouver quelqu'un. Donc du coup, vous allez avoir cette petite partie-là, en première partie, et après on reviendra. Enfin, on est revenu sur l'UFC Paris, sur la performance de Max Holloway juste avant, et voilà, ça va être un petit peu dans le désordre, parce qu'on vient juste de voir la nouvelle, donc on s'est dit, on va directement en parler. Bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée, mon Vas-y, gars. Ciao, Mika. ciao. Le Mika NAB Show pour un nouvel épisode, nouvelle semaine. Comment il va, mon gars? Écoute, ça va, Mikaelou. hein. À une semaine de l'UFC à Paris, j'ai envie de te dire comment on peut faire pour pas que ça aille bien. Et surtout quand on a eu j'allais dire cette UFC Fight Night, mais en fait tout tient sur un seul combat. Quand on a eu ce combat et tout le show qui s'est fait autour de Holloway face à Korean Zombie, en vrai, je me suis juste dit, imagine ça à Bercy. C'est juste ce que je me suis dit et je me suis dit, ouais, ça va être une dinguerie. Effectivement, Mika, d'ailleurs, tu étais au commentaire de RMC Sport. Moi, j'ai loupé en fait le direct parce qu'au moment où j'ai ouvert Twitch, tu sais, genre, j'ai voulu regarder sur le Fight Pass, mais bon, après, bref, il y a les droits de TV et tout. Et dès que j'ai ouvert Twitch, bah, c'était la décision. Enfin, le combat il était terminé, donc j'ai rattrapé. J'ai dit, mais attends, je reconnais cette voix. Et effectivement, c'était toi qui étais au commentaire. Donc, bah, d'ailleurs, on va revenir sur ce main event, Mika. Korean Zombie face à Max Holloway. Avant ça, on s'abonne, on partage, on clique j'aime ou j'aime pas et on commente. Donc c'était le dernier combat de Korean Zombie face à Max Holloway, ancien champion de la catégorie. Un combat, je t'avoue que c'est un combat que je ne comprends pas, mais au moins ça fait sortir en fait Korean Zombie par la grande porte, tu vois. Ouais, clairement. C'est ce que moi aussi je disais, hein. C'était un combat qui était difficilement explicable, surtout que Korean Zombie le disait. Juste avant son dernier combat, il disait déjà qu'il avait envie de prendre sa retraite. Donc là, clairement, c'était un peu un dernier combat qu'il fait. C'était l'UFC à Singapour, donc c'était une occasion pour lui de combattre en Asie. Et c'est vrai qu'ils lui ont mis, lui, les top 8, ils lui mettent Holloway. On sait qu'Holloway, il détruit tout sur son passage. Je trouve que ça a été dur pour lui, en tout cas, le défi qu'ils lui ont mis.
Mais voilà, il a prouvé que c'était un warrior. Franchement, si tu regardes le combat, c'est incroyable. Il se fait ultra dominer. Hein. Franchement, il se fait ultra dominer dès le départ. Holloway prend le meilleur sur lui. Et en fait, à la fin du deuxième round, je pense que dans son coin, on lui dit, écoute, quoi qu'il arrive, t'es cuit. Surtout, fais pas un combat qui dure avec Holloway parce que tu vas prendre beaucoup de coups. La seule chance de gagner, c'est de mettre la pression et de prendre des risques. Et en fait, il entame le troisième round en mode vas-y, on se fait la guerre, mais genre vraiment, en étant agressif comme il sait faire. Et là, il se fait contrer archi durement par Holloway. Mais franchement, c'est incroyable. Le combat qu'il a livré, en tout cas, c'est tout à son honneur de Korean Zombie. Mais encore une fois, quand tu vois la performance de Holloway, tu te dis il est au-dessus. Franchement, ça donne envie de voir un Mais, Volkanovski Holloway 4 carrément. mais c'est fou parce que dans le premier round, il lui met un knockdown, il tombe, et tu vois qu'il a tellement de respect qu'il veut pas. Deuxième Exactement. round, il passe un étranglement bras-tête là, triangle de bras. Tu vois qu'il y a moyen d'accélérer. Enfin, après, il défend bien quand même Korean Zombie, hein, parce que tu sais, il l'empêche de récupérer sa jambe pour verrouiller l'étranglement. Mais tu vois qu'il y a un respect de ouf de sa part, tu vois. Ouais, Tu mais vois qu'il y a même au troisième, une fois qu'il a gagné, tu vois, il a été hyper humble. Déjà, je pense qu'il était affecté par ce qui se passait à Hawaï, vis-à-vis des incendies et tout, ça, il en a parlé. Et il a même pas été, tu sais, il a fêté dignement, quoi. Il a rendu hommage à Korean Zombie. Et ça se voyait qu'en vrai, c'était pas un combat qui le hypait particulièrement. Je pense qu'il savait, lui, Hmm. au fond de lui, qu'il était largement dessus. Et là, pour le coup, c'est incroyable. Parce qu'encore une fois, je le dis, Korean Zombie, c'est ce qui se fait de mieux au monde dans cette catégorie. Et quand tu vois Holloway, ce qu'il lui a Max, fait, Max Holloway, tu veux dire? non, non, mais même Korean Zombie, c'est quand même Hmm. ce qui se fait de mieux au monde. On est sur un top 10 UFC. Ah, ok, ok. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu vois la différence de niveau qu'il y a eu entre les deux, bah, tu te dis c'est incroyable. Holloway, Ouais. vraiment, pour le coup, il est. En fait, la KT, elle est aujourd'hui menée par un extraterrestre qui s'appelle Volkanovski. Derrière, on a un monstre qui s'appelle Holloway. Et en fait, derrière, il y a le reste. Et Mais ma question aujourd'hui, c'est juste de savoir est-ce que Topuria pourrait battre Holloway ou Volkanovski? Franchement, il m'impressionne, hein, Topuria. Mais quand je vois la performance de Holloway samedi, je me dis, bah ouais, il est encore là, quoi. non, bien sûr, c'est vrai que moi, même moi, ça me. Et après, il y a un combat, je peux pas, on peut pas dire un combat revanche, hein, parce qu'il y a maintenant 3-0 pour, euh, pour Volkanovski. Mais comment dire? Quand tu regardes le premier combat, par exemple, bah, c'est une décision mitigée. Le deuxième combat, à mon sens, c'est une décision mitigée, mais moins que le premier et le troisième combat, c'est clairement pour Volkanovski. Mais après, est-ce que ça serait intéressant de revendre, même tu sais, au niveau de l'UFC, je pense que ça va être compliqué d'arriver à revendre un combat comme tel, tu vois, parce que là, ils viennent de battre Korean Zombie qui est huitième, donc ça le rend pas légitime, on va dire, au titre, tu vois. Ouais. Ah, ah, donc, En fait, mais moi, ouais, vas-y. non, moi, je Finis. pense qu'ils vont lui mettre Topuria. Et derrière, si Topuria il gagne, là, il pourra affronter Volkanovski. Après, tout va dépendre de s'il y a le combat revanche entre Volkanovski et Islam qui se refait entre temps et tout, tu vois. Mais je pense là, qui sera logique, c'est qu'ils prennent Topuria, Max Holloway, et que derrière, le vainqueur des deux affronte le champion en titre, tu vois. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est clair que Max Holloway, Volkanovski 4, c'est peut-être pas vendeur, mais si tu regardes les trois combats, hein, je parle bien des trois combats, les deux premiers étaient archi serrés et la décision était franchement plus que discutable. Ouais. Maintenant, sur la troisième opposition, c'est vrai qu'on a eu un Volkanovski qui était largement au-dessus de Holloway, faut le dire. Il a outstriké de fou. Et le pire, c'est que derrière, Volkanovski, il a fait une performance incroyable contre Makhachev. Et j'ai le sentiment que ce combat qu'il a fait contre Makhachev l'a fait progresser fois deux, Bah Volkanovski. oui. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que ce camp d'entraînement qu'il a fait contre Makhachev l'a fait progresser dans des domaines où même à l'époque, il n'était pas forcément un spécialiste, tu vois, la lutte, etc. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, vu les oppositions que prend Holloway, donc même s'il fait des performances de ouf contre Arnold Allen et contre Korean Zombie, c'est clair que c'est pas du niveau de Makhachev. Et c'est vrai que même si on se dirige vers une quatrième, parce que ça serait mérité du point de vue sportif, j'ai pas le sentiment aujourd'hui que Holloway puisse rivaliser de nouveau avec Volkanovski. Et pourtant, Dieu sait hein, que je suis, moi, vraiment, Max Holloway, c'est l'un, avec Ouais. Dustin Poirier, c'est vraiment mes combattants
préféré. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, en fait, on a le sentiment que Volkanovski, il est sur une autre planète. Et les seuls vrais défis aujourd'hui pour lui, ça serait d'aller à 70 kilos. Défi, encore une fois, Max Islam Holloway? Makhachev. Pour Max Holloway? Non, non, pour, Ah, tu parles de Volkanovski. Volkanovski. Mais Et après, voilà, et je serais très hypé pour le coup d'avoir un Topuria Holloway. Vraiment, ça, pour le coup, ça me hype de ouf. Limite, pourquoi pas pour un combat intérimaire si Volkanovski retente une nouvelle fois d'aller chercher cette ceinture à 70 kilos. moi, bon, je sais que c'est un petit peu, on va dire, hors actualité, mais il y a un combat, moi, que j'aurais voulu voir, mais bon, c'est un petit peu un fantasme, moi, parce que je pense pas que ça va se faire. C'est contre Connor. Un Max Holloway Connor, parce qu'en fait, il y a eu il y a 1-0 actuellement pour Connor. Et en tout cas, voilà, c'est un combat que j'aurais voulu voir. Après, Ouais. voir, par exemple, voir Holloway monter, moi, pour moi, 70 kilos, c'est pas du tout sa catégorie. Il a ce déficit-là de puissance. Et c'est ce qui lui a coûté, hein, le combat contre Poirier. Parce que autant les deux, c'est des strikers avec des gros volumes de frappe, mais tu voyais que Poirier, quand il touchait Holloway, il y avait plus d'impact et plus de coups significatifs. Donc, à voir ce qu'ils feront avec Max Holloway, parce que là, c'est vrai que ça fait un petit peu gatekeeper là, actuellement là, sa Bon, position. après, c'est en fait gatekeeper, c'est presque insultant pour lui de le dire parce que en fait, c'est plus qu'un gatekeeper, c'est vraiment le numéro un, c'est vraiment le champion de la catégorie. C'est juste qu'au-dessus de lui, il a un extraterrestre. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? J'ai Bien l'impression que sûr. c'est un peu ça son problème parce que après 28 combats à l'UFC, être toujours au haut niveau et toujours, genre, on va dire un gars qui va pour la ceinture, c'est du jamais vu presque. Le gars, depuis ces dernières années, ses 3 seules défaites, c'est contre Volkanovski et une défaite contre Dustin Poirier parce qu'il a pris un gros défi, c'est-à-dire qu'il est monté à 70 kilos, un peu comme quand Volkanovski est parti chercher Makhachev. Mais au-delà de ça, Holloway, on l'a jamais vu en difficulté. Ah, mais il est sur Et classe en plus, c'est ça le pire. il est sur classe et c'est ça qui est ouf, c'est qu'il a que 32 ans. Ouais. En vrai, il 31 ans même, il est encore jeune. Il a encore au moins 4-5 ans à faire. Donc, Ça m'étonnerait parce qu'il est quand même arrivé tôt à l'UFC, hein. ouais, Donc ça mais veut dire qu'il est jeune, mais il a un plutôt jeune capital pour respecter. santé. Son capital santé, il est là. Il a un menton. Il n'a jamais été Mick-Knock. Ce que je veux dire, c'est, tu me parles de Connor. Franchement, j'ai même pas envie de parler de Connor et d'Holloway dans la même phrase. Tu Oui, regardes je suis les. d'accord, hein. Ok, Bien on sûr. parle du grand Connor à 66 kilos, ça a tout son sens. Maintenant, le Connor de maintenant, déjà, il descendra jamais à 66 kilos. Et j'attends de voir ce qu'il va faire contre Chandler. Déjà qu'ils se mettent réglementaires sur les tests USADA. Et après, on parle de la Mm. suite. Mais franchement, j'ai même pas envie de parler de Connor et de Holloway dans la même phrase. En tout C'est cas, vrai, Mika. c'était même pour le. Je sais pas si tu as entendu l'entrée de Korean Zombie avec cette musique. Ouais, c'est la Dis-toi, musique. ouais, mais ils ont carrément éteint la musique, ils ont mis la vaseline et tout, et ils ont relancé la musique au moment où il est rentré dans la cage. Moi, ça, c'est du jamais vu. Je crois que jamais j'ai entendu une musique se relancer dans une entrée. Incroyable. Franchement, Ouais, ça c'est vrai m'a. que Incroyable. c'était un bel hommage en tout cas pour Korean Zombie, hein. Ouais, c'était incroyable. Un Et il y bel avait hommage. sur cette carte, il y avait aussi un autre combat sur lequel je voulais revenir, parce que Ouais. c'était en fait dans la caté de Manon, il y avait deux filles qui s'affrontaient, et en fait, c'était celles qui sont juste derrière elle, la numéro 2 et la numéro 3. Si on part Ouais, du Ted principe. Lasso, c'est Ouais, ouais. La numéro 3 et 4 pardon, puisque Manon est numéro 2, Shevchenko numéro 1 et Grasso numéro 1. Enfin, championne, pardon. Et on avait Blanchfield, en fait, et Tayla Santos qui s'affrontaient. Et elles aussi, c'est des prétendantes au titre. Mais le combat, franchement, il a été. Voilà, Blanchfield, elle a gagné. Elle est toujours sur sa série de victoires et il faudra s'en méfier. Et à n'en pas douter, Manon, elle l'affrontera un jour. Ça, c'est sûr et Ah, certain. mais c'est sûr que Aldric il était bien dans ce combat parce que là, le combat qui va se passer la semaine prochaine, bon, c'est quasi sûr que c'est un combat qui va la mener pour le titre si elle le gagne. Mais on sait jamais, l'UFC pourront peut-être organiser ce combat-là entre Erin Blanchfield. Et en plus, je sais qu'elle avait été call-out à un moment donné par Manon. Si je dis Bah, pas de conneries, ou c'est un combat qui était en pourparlers. Manon derrière elle s'est blessée à ce moment-là, tu vois. Donc c'est un alors, combat en tout cas qui va se faire, en tout cas, je pense, oui, incessamment sous peu. ouais, c'est un combat qui se fera. Après, moi, ce que j'avais surtout peur, c'était que Blanchfield ait grille la priorité à Manon. Comme c'est une américaine, si elle avait fait une grosse performance, elle aurait pu griller la priorité à Manon pour aller chercher une ceinture, par exemple. Oui, Et, sauf qu'entre-temps, il y a Grasso qui a détrôné. ouais, et puis même, ce que je veux dire, c'est que la performance qu'elle a fait là samedi,
bah, c'est pas une performance où tu te dis waouh, KO de ouf et tout. Ouais. Elle a vraiment souffert et pour moi, c'était presque une décision partagée, tu vois. C'était très serré, hein. Et donc, du coup, je me dis que si Manon, elle sort une grosse perf là samedi, normalement, derrière bah, le combat Grasso-Shevchenko, c'est vraiment elle qui devrait avoir cette chance pour le titre. Donc voilà, il faudra rester attentif samedi à Paris. Mais en tout cas, ça ramène encore un peu plus de dramaturgie dans ce combat entre Rose et Manon. C'est ça, Mika. Bah, écoute, on va en profiter pour directement faire la transition et parler de l'UFC Paris qui est dans moins d'une semaine. Là, on rentre dans la Fight Week justement demain. Enfin, la Fight Week, Mardi. elle commence mardi. Et tu parlais en début d'émission, tu disais comment ne pas aller bien parce qu'il y a l'UFC Paris, mais moi, j'ai malheureusement l'impression que, tu sais, il y a pas ce petit côté de, tu sais, ce petit côté, en tout cas, il n'y a pas cette magie qu'il y avait l'an dernier. Je pense que c'est peut-être normal parce que l'année dernière, c'était le premier événement de l'UFC à Paris. Et je sais pas, en tout cas, je ne ressens pas l'engouement autour de cet événement-là. Et d'ailleurs, même sur Twitter, tu vois pas mal de personnes qui sont là et qui essaient de revendre leur place. Tu vois, et en tout cas, moi, personnellement, j'ai hâte, hein, en tant que combattant, en tant que consultant, en tant que passionné, j'ai hâte. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas il y a pas vraiment d'attente autour de cet événement. Après, peut-être que sur le coup, ça va. Tu sais, une fois le premier combat lancé, enfin, j'espère même qu'il y aura une meilleure ambiance même que l'an passé. Mais en tout cas, là, on a plus de Français que l'an passé. On a des Bah, nouveaux qui ont. attends, moi, sur la hype, je suis pas d'accord avec toi, Ah AB, bon? parce que l'année dernière, je trouve que l'événement, il souffrait de médiatisation et il n'y a pas beaucoup de monde qui s'était intéressé à ça, Tu sauf trouves? sauf la dernière semaine. La dernière semaine, il y avait eu vraiment un engouement qui s'était fait de la part de BFM, vite fait, tout ça, mais il n'y avait pas eu un engouement de ouf. Et en fait, ce qui avait mis le feu aux poudres à Bercy à l'époque, c'était le combat de Benoît Saint-Denis. Je me souviens, mais c'est vrai que le public avait été réceptif sur tous les combats d'ailleurs, tous les combats. Mais ce qui avait vraiment Bah, mis bien sûr. l'élément déclencheur, je crois que c'était le premier Français qui combattait sur la carte, c'était Benoît Saint-Denis, et son KO avait un peu réveillé Bercy. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense pas que le combat il manque de hype par rapport à l'autre carte. Je suis pas sûr que il n'y a pas la même ambiance. Maintenant, pour moi, il y a deux phénomènes qui s'expliquent. D'une, les places qui sont revendues sur Twitter, pour moi, c'est des gens qui voulaient faire un effet d'aubaine. Ça veut dire qu'ils ont acheté leurs places et ils voulaient les revendre plus cher. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième chose, par contre, là où je te rejoins, c'est que là, c'est pas sold out. C'est-à-dire que là, il y a encore des places en vente qui Bah, sont en fait, après ça, entre. C'est des places qui sont à 500, 1200 euros. Il y en a encore en bon, vente. après ça, Mika, je comprends pas trop parce que je sais que quand ils ont ouvert la billetterie, ils ont mis sold out. Après, à un moment donné, il y avait un événement, je crois que c'était l'UFC. Bref, ils ont libéré quelques places. Après, il y avait encore écrit sold out, tu vois. Je sais pas si ça c'est stratégique ou je sais pas. Moi, je pense que c'est les catégories. Comme quand RS, ils vendent les places, tu sais, ils disent catégorie 4 sold out. Ouais. Et je pense qu'il y a quelques catégories qui ne sont pas sold out. Et, Ben, euh, ouais. et en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que pour moi, il y a une grosse hype. Ne serait-ce que pour le. Tu vois, il y a tout. Je trouve qu'il y a vraiment des histoires autour de beaucoup de combattants. Il y a une histoire autour de Taylor qui fait son retour, une histoire autour de Morgan Cherrière, une histoire autour de William Gomis qui vient quand même signer une troisième victoire. Il y a Benoît Saint-Denis où il y a, je trouve, pour le coup, lui, il a une grosse pression sur les épaules parce que les Français, là, on voit qu'il est vraiment attendu parce qu'il a tellement performé que les gens le voient comme étant le porte-étendard. On a Mano Fioro qui, face à Rose, il y a une vraie histoire autour de ça. Il y a le retour de Cyril Gann après l'échec contre comment dire, John Jones. Donc, il y a vraiment pour moi de l'attente dans ce combat. Il y a vraiment, non, franchement, en tout cas, moi qui suis le MMA français, cette carte, je peux te dire que je serai vraiment devant ma télé, je Ah, vais mais la bien regarder. sûr, mais non, franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Mais je te parle d'un ressenti global, tu vois. Même en termes de, tu sais, c'est vraiment mon ressenti. Tu sais, quand tu vas sur Twitter ou même sur YouTube, il n'y a pas vraiment de. Tu sais, déjà l'an dernier, on avait fait pas mal, on avait reçu pas mal de combattants de la carte. Mais là, je sais pas, en tout cas, c'est un ressenti, mais j'espère me tromper. Ouais, J'espère mais là, vraiment me tromper. il y a une volonté de beaucoup de combattants, parce qu'il faut le dire aussi, hein, on a essayé d'en recevoir beaucoup, et il y a une volonté de beaucoup de combattants de se mettre off pendant la Fight Week, hein. Et même avant la Fight Oui, oui. Week, on a demandé à beaucoup de combattants de venir, et très peu ont fait des interviews. Et même si tu regardes, par exemple, sur les gros médias comme La Sueur, qui est un gros média, ils ont pas eu d'inter. Ils ont eu qui de l'UFC? Et même Là,
Ils n'ont pas eu beaucoup de monde, hein. Il y a RMC qui a sorti les reportages, mais hormis RMC, il n'y a pas un gros travail de communication qui a été. Ou du moins, ce n'est pas un travail de communication. Je pense que c'est les combattants qui se sont préservés de la communication. Et je pense qu'aussi, entre guillemets, on paye, le public paye le fait qu'on ait pu critiquer une communication désastreuse sur le combat Gann-John Jones. Et je pense que là, lui, il a voulu se mettre dans sa bulle et je pense qu'il va vouloir parler pour sa performance. Moi, c'est comme ça que je l'image. C'est que j'ai vraiment le sentiment, pour le coup, plus ça va, plus on approche de l'échéance. Et je me dis que lui, il est en mission et il va faire mal à Spivak. Moi, après, on va y revenir sur combat par combat, mais c'est un peu le sentiment que j'ai. Écoute, on verra. En tout cas, on va revenir sur la carte, Mika. Ouais. On va revenir sur la carte. D'ailleurs, j'ai vu l'ordre des combats. Il me semble, bon, j'étais assez surpris de ne pas avoir Morgan ou je crois que c'est Taylor qui n'était pas en main card. Je vais essayer de la retrouver. Je Ouais, crois que c'est c'est sur ça, c'est RMC qui. Taylor. Taylor, et c'est le dernier combat de la prélim. Après, tu sais, le dernier combat de la prélim, c'est aussi une manière comment dirais-je, de De finir faire fort, vendre tu vois. le Ouais, Fight Pass aussi. exactement. Et Taylor, on sait que c'est un combat qui va être attendu quand même, tu vois, c'est son retour. C'est l'un des plus gros champions français qu'on ait. C'est celui qui a fait le plus de ceintures européennes et mondiales. Moi, ça me paraît pas aberrant de le mettre en fin de prélim. Bah, tu sais, l'an dernier, tu avais eu cette même petite polémique avec Nasruddin et Buckley, mais finalement, tu vois, le combat à la dernière minute, il est passé en main carte. Donc moi, ce petit truc-là que c'est un combat qui est peut-être placé en prélim pour faire vendre le Fight Pass, j'y crois pas trop. Bah, J'y crois en pas. fait, regarde, si tu regardes la même carte, Manon, Benoît Saint-Denis, Volkan Ozdemir, William Gomis par son expérience à l'UFC actuelle et son nombre de séries de victoires, évidemment Cyril Gane, les 5 là méritent plus la main carte que Taylor, dans le sens où Taylor, on va dire, c'est un nouvel arrivant à l'UFC. Oui, c'est Et un retour. ensuite, il y a Morgan Charrière qui est très suivi sur les réseaux et lui, bah, ça le propulse direct devant l'affiche parce que c'est quelqu'un qui est hyper médiatisé. Ensuite, voilà, il y avait le combat de Taylor contre Kafurov ou le combat de Gemouri contre Lougran. Et en fait, ça s'est arbitré ici. Et je pense qu'aujourd'hui, on a Lougran. Je pense que le combat Gemouri a été upgradé par la présence de Lougran. Hein. Rappelons-le, Lougran, c'est un gros prospect et c'est quelqu'un qui a la ceinture du Cage Warrior. Donc, je pense que c'est aussi ça. Il ne faut pas oublier que c'est une opposition européenne, alors que le combat de Taylor, ce n'est pas une opposition européenne. Moi, j'essaie de revoir l'ordre des combats, parce que c'est RMC qui l'avait sorti. Bah, lors des Avec, combats, ouais, lors des combats, c'est la prélim, c'est simple. Tu as Bacharat contre Rodriguez, tu as Louza contre. là, ce qui est sur Tapology, là, c'est actualisé ou pas? Ah, Exactement. c'est bon. Et sauf que Morgan Charrière, il n'est pas en prélim. Pour moi, il est en main carte. Ah oui. Ouais, Mais c'est parce ça. qu'en fait, ils ont découpé la main carte en deux main cartes. Tu as la main carte où il y aura 3 combats et tu as une main carte où tu as 4 combats. Alors, je sais pas comment ils appellent ça, une sous-main carte ou je peux pas te dire. Il y a les early prélims, t'as les prélims parfois sur les grosses cartes, et après t'as la main carte. Mais en fait, eux, ils ont décomposé en 3 parties. Bref. Et dans les trois derniers combats, tu as Benoît Saint-Denis, Manon Fiorot, Cyril Gann. Et franchement, je trouve que c'est mérité. Tu vois, même au Volkan Ozdemir, bon, il a été descendu parce que Benoît Saint-Denis est français et lui est suisse. Mais je trouve qu'il y a une certaine logique dans la carte. Maintenant, c'est vrai que si tu prends les rankings entre Gemouri et Lapillus aurait mérité d'être devant. Oui. Ouais, Maintenant, comme t'as dit, c'est l'opposition qui fait que. je pense qu'il y a aussi l'opposition et je pense que l'UFC privilégie parfois de mettre un combat fort en prélim pour attirer les gens en prélim. Et je pense que c'est Taylor qui a hérité de ça en fait. Et toi, c'est quel combat on va dire que t'attends? Un ou plusieurs combats que t'attends en particulier? Ouais, il y a plusieurs combats, franchement, pour être honnête, tout. Allez, je vais pas faire voilà, j'ai envie de dire tous les combats pour pas faire de jaloux, mais j'aimerais qu'on dise un mot sur tous les combats, ouais, franchement. Bien sûr. Bah vas-y, Mika, je te laisse démarrer. On a Nora Cornol qui va faire, elle, pour moi, son plus gros test en carrière. Parce que là, pour le coup, il y a vraiment, entre les filles qu'elle a pu affronter et Jocelyn Edwards, un gros level qui sépare. Maintenant, je pense qu'elle est capable de surprendre. Elle est capable de connecter Jocelyn Edwards. Mais voilà, après, on le sait, Edwards, Jocelyn, là, c'est une fille qui rate souvent la pesée, qui est très lourde et qui de l'expérience à l'UFC et qui, pour le coup, a affronté des filles aussi très solides et qui
qui perd souvent à la décision. La seule fois où elle s'est fait finaliser, c'est par soumission. Et elle gagne par KO, qui est le point fort de Nora. Elle est sur 3 victoires consécutives à l'UFC. Donc, vraiment, ça va être un combat difficile pour Nora. Mais je pense qu'elle est capable de le faire, ou du moins, elle est capable de tirer son épingle du jeu quand même dans ce combat. Mais il va falloir faire preuve d'une grosse intelligence là sur ce combat. Ouais, c'est ça. En tout cas, on a suivi quand même le parcours de Nora là, dans le MMA, notamment à l'UA Warrior ou à l'Hexagone. Et franchement, il y a un très très gros progrès de sa part. Et elle a su, on va dire, apporter son background de boxe taille en MMA, notamment sur son clinch, sur les sorties en coup et tout. Donc, hâte de voir les progrès qu'elle a fait. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle avait rejoint Claire Lopez à la Great Top Team à Londres. Ouais, la Great Britain Top Team. Elle était partie d'ailleurs avec Bourama. Bourama Kamara aussi, ouais, qui Bourama était Kamara, là-bas. ouais, qui évolue actuellement au Bellator. Ils sont partis ensemble là-bas. Et ouais, j'espère que ça lui a fait du bien, ce petit stage d'une semaine ou de 5 jours, ou je ne sais pas combien de temps. Mais en tout cas, voilà, on a hâte de la voir. Et pour moi, elle hérite d'un. Voilà, elle est challenger dans ce combat. Il y a vraiment, si elle gagne, elle fait un bond dans les classements, c'est incroyable. Ah, ouais. Et ensuite, le combat qui est juste derrière, Zara Fern contre Jacqueline Calvancanti, c'est un combat enfin, son adversaire, on va dire, pour le combat en short notice, parce que de base, elle devait affronter Alain Cowan. Après, le combat il est annulé. Et finalement, c'est ce combat-là. Après, elle a un petit peu une carrière, enfin, un parcours assez compliqué à l'UFC. Zara Fern, déjà par ses défaites, parce qu'elle est comme sur 3 défaites à l'UFC, elle a jamais connu la victoire pour le moment. Et je sais qu'il y avait eu pas mal de ratés, de pesées ratées. Tu sais, même moi, j'étais assez surpris quand même de la voir encore à l'UFC. Là, ça va être son 4e combat, donc sûrement le dernier combat de son contrat. Donc en espérant qu'elle puisse briller quand même devant son public en plus. Et Et, et son adversaire, on l'avait vu au FFA Challenge, et c'était elle notamment qui avait affronté Nora Cornell et qui avait battu Nora Cornell pour son premier combat. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était un combat si, où il si, y si, avait, si, je m'en rappelle, ouais. qui avait été dur pour Nora, mais Nora aussi n'avait pas démérité. Elle avait été au bout alors qu'elle s'était fait durement toucher. Et la Portugaise, elle frappe et elle sait tout faire, hein. Elle a du sol, etc. Maintenant, je pense que Zara aura l'avantage du physique. Parce que ce n'est pas la caté de la Portugaise, la caté dans laquelle elle va évoluer. Maintenant, voilà, faudra rester attentif. Mais elle a une carte à jouer, Zara, et ça serait bien qu'elle marque sa première victoire à l'UFC. Parce qu'elle ne doit pas être en confiance. C'est ça. Derrière, on a le combat. Non, mais attends. Ouais, si, c'était Taylor Lapulse qui enchaîne juste derrière contre un adversaire qui a un seul combat à l'UFC. Le nom, j'ai pas envie de l'écorcher. Muinga Rufov. Pense un petit peu, Mika, sur son adversaire à Taylor. Bah, son adversaire, il reste solide, hein. Moi, je vois Taylor au-dessus. Après, il y a aussi le côté. C'est-à-dire que Taylor, quand tu regardes, il n'a jamais déçu dans les grands rendez-vous. Il a pris les 2 ceintures du GFA, il a pris la ceinture du TKO, il a pris les ceintures du ARS, il a défendu les ceintures du ARS. On sait, GMC, Mika, ouais, c'est bon. du GMC, pardon. Du GMC, c'est ça, pardon. Et c'est quelqu'un, en fait, on sait qu'il est présent dans les grands rendez-vous. Même à l'UFC, il a fait 4 combats, il a 3 victoires, une défaite. Sa défaite, c'était pas non plus, c'était contre Eric Perez, c'était un gars archi solide. Et c'est un mec qui l'a cloué au sol. Et on le sait, Taylor, là où, à la rigueur, ça peut être compliqué pour lui, c'est quand en face de lui, on a un putain de gros lutteur qui bloque le jeu. Déjà, on sait que les règles, elles ont évolué dans le MMA et que maintenant, on ne score plus de la même manière. Donc ça va à l'avantage de Taylor. La deuxième chose, c'est que son adversaire, c'est pas tout à fait ce profil. Après, il faudra se méfier. On sait que Kafurov, il frappe très fort. Il a 18 victoires. Sur ces 18 victoires, il y en a 17 avant la limite. Maintenant, son entrée à l'UFC, c'est sur une défaite. Bon, à chaque fois qu'il a perdu, c'est qu'à la décision. Il n'a jamais perdu autrement. Donc, il va avoir un adversaire en face de lui qui est solide, qui est redoutable. Son adversaire, il a fait un peu de haut niveau quand même. Il a combattu au LFA, il a gagné. Il a combattu au One. Il a combattu à l'ACB. C'est quelqu'un qui connaît le challenge et qui a déjà affronté des gros noms. Maintenant, encore une fois, je le dis, pour moi, Taylor, c'est quelqu'un qui a tout le temps sorti des masterclass et qui a toujours répondu présent au grand rendez-vous. Et je pense que Taylor va l'outstriker. Voilà, je pense qu'il va l'asphyxier avec sa boxe. Je pense qu'avec, on n'a pas l'impression comme ça, mais Taylor, il a une allonge de ouf. Il a les bras qui touchent ses chevilles. Et je pense qu'en boxe, il va être hyper précis.
Et là où je vois Taylor faire la différence, c'est quand son adversaire va essayer de le coller. Je pense que son adversaire, à un moment donné, va essayer de coller Taylor. Et Taylor, il est extrêmement dangereux sur les phases de corps à corps. Dès lors qu'il se décolle ou que quelqu'un vient le coller, il est hyper dangereux parce qu'il fait très mal avec ses coudes, il fait très mal avec ses genoux. Et voilà, c'est une victoire comme ça que je prévois pour Taylor. C'est ça, Mika Taylor, très très fort. Hein. Je trouve qu'il est pas. Peut-être que c'est du fait qu'il a pas trop combattu ces dernières années, ou peut-être qu'il a combattu dans des endroits assez méconnus du grand public, c'est-à-dire le GMC. Mais Taylor, très très fort. En plus, il a un style qui s'adapte à tout type d'adversaire. Que ce soit contre les lutteurs, il a cette faculté-là à avoir des hanches hyper mobiles, donc à bien défendre, que ce soit contre la cage ou même au sol. Et en termes de gestion de distance, Taylor, c'est très très fort. Il a quelque chose qui fait qu'il gère la distance, donc il arrive à toucher. Lorsque son adversaire essaie de striker derrière, il arrive à ressortir, à rester hors de danger, tu vois, à sentir le danger et tout. Et hâte de voir ce combat, en tout cas, et hâte de voir les progrès, parce que ça fait depuis 2014 qu'il a été, 2016 à peu près, qu'il a été cuté de l'UFC. Et entre temps, il a connu une seule défaite. Ouais, Il me c'était semble que contre une c'était à la. organisation russe. C'était une Ouais, c'est ça. organisation russe, le RF, je sais pas quoi, je crois. Et c'est justement face à un profil qui luttait à mort. C'est Ouais, qui faisait vraiment que ça. genre le bourbier, c'était au RCC. Et c'était un C'est mec, ça. Denis Leventreff, là, je l'ai sous les yeux. Il n'avait pas beaucoup d'expérience en plus à l'époque. Il avait à peine 6 combats. Et ouais, c'est un mec qui il bloque, il bloque, il bloque. Et c'est vrai que c'est des profils qui, pour Taylor, sont compliqués. Ouais, c'est ça. Donc derrière, on a Morgan Charrière qui affronte Manolo Zecchini. Les deux qui feront leur début dans la Big League. Après, voilà, quand tu regardes le cas sur papier, tu sais que Morgan, il a beaucoup plus d'expérience, même en termes d'adversité. Son, son adversaire, il avait affronté Abou Tunkara. Là, je viens de voir ça au Bellator FC. Il avait Ouais, gagné sur coup de genou, ni R2. ouais, c'est ça. C'est un Ouais, genou j'avais au round j'avais 2. pas fait le parallèle. Et c'est pour moi l'adversaire le plus fort qu'il a affronté et qu'il ait gagné. C'est-à-dire que après Souk Kamponsat, franchement, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est un grand combattant, mais il est pas du haut niveau, il n'est pas du niveau de Morgan Charrière et il est encore moins du niveau UFC actuellement. Et donc pour moi, tu vois, si tu regardes un peu le palmarès ensuite de l'Italien, il a beaucoup de victoires construites quand même. Vraiment énormément de victoires construites. Et il a affronté peu d'hommes expérimentés. Maintenant, sa dernière victoire elle reste contre quelqu'un de solide parce que Abou Tunkara, pour ceux qui ne le connaissent pas, on le rappelle, c'est celui qui a combattu contre Bushinger il n'y a pas si longtemps que ça. Et il joue de malchance. C'est vrai que son palmarès, il n'est pas, je trouve, à la hauteur du combattant qu'il est parce qu'il est très solide. Et Abou Tunkara, il est bon en pied-point. Donc, ça montre que Manolo, il reste dangereux. Il faudra se méfier de lui. Maintenant, je pense que Morgan, dans toute sa carrière, et vu les mecs qu'il a affrontés, que ce soit, pour moi, le gars le plus fort qu'il a affronté, c'est Paul Hughes, mais il y a aussi Vucinic qui est très fort. On parle aussi d'autres qu'il a battus. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il a largement les armes pour le battre et pour briller. Et je pense que Morgan Charrière, lui aussi, est en mission pour le coup. Et là, pour le coup, moi, je donne Morgan Charrière favori sur ce combat. Voilà, au même titre que Taylor, je les vois favoris sur ce combat. En tout cas, Morgan, il y aura énormément d'attentes. Hein. On va un petit peu refaire l'historique. Mais il a, Euh, il a il, la, ouais, il a la il tête a, sur les épaules, non? Parce que quand j'ai vu oui, son reportage, par exemple, sur Brut, etc., il prend du recul même face aux critiques qui ont pu être faites sur lui. Il a conscience de, OK, à un moment donné, j'ai dérapé. OK, les gens ne sont pas gentils avec moi quand je perds. Ça, il a pris conscience. Mais c'est pas pour autant qu'il est revanchard à mort. Je trouve qu'il s'est vraiment ouais. construit. Il a vraiment réussi à construire autour de lui un équilibre. Ils ont reconstitué une salle à l'US Metro. J'ai vraiment l'impression ça s'est aussi construit autour de lui un peu l'US Metro parce qu'on voit il y a son ancien coach de la Chapa qui évolue là-bas. Il y a Johnny Frachet qui le suit depuis pas mal de temps au Catch Warrior. Donc, je pense qu'il a reçu et recréé un équilibre. Voilà, je te laisse. Je te Non, laisse. le combat qui va suivre derrière, c'est Yanis Ghemmouri contre Kaolan Lugran, ancien champion bantamweight du Cage. Et tu disais que c'était un adversaire dangereux, Mika? Pour moi, chez les Français, Guémori, c'est celui qui prend peut-être Le plus celui gros qui défi de la ouais, le carte? plus gros défi en termes. Non, mais en termes de entre les deux, tu vois. Lugran, pour moi, c'est quelqu'un qui représente vraiment.
Quand tu voyais ce qu'il a fait au Cage Warrior, c'était incroyable et c'est un gros défi en tout cas pour Guémouri. Après, je pense que Guémouri, il est capable parce que c'est quelqu'un qui, comme je disais, qui se révèle en combat. C'est quelqu'un qui est meilleur au combat qu'à l'entraînement, je pense. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement physique. On a du mal à juger comme ça, je pense. Mais c'est quelqu'un qui est physique, qui est fort, qui est costaud pour sa catégorie de poids. Maintenant, il a clairement jamais affronté un mec du niveau de Lougran encore. Donc, ça va être un peu la découverte lors de cette UFC. C'est quelqu'un qui a connu les grosses orgas avec le Brave, mais c'est pas quelqu'un qui a flirté avec le top 3 du Brave. C'est quelqu'un qui a battu des bons gars au Brave, mais il n'a pas encore combattu pour la ceinture du Brave, etc. Donc, c'est pas quelqu'un qui a encore cette expérience d'aller chercher une ceinture ou l'expérience du très très haut niveau. Et Lougran, lui, c'est le champion du Cage Warrior. Donc, il sait c'est quoi combattre en 5 rounds. Il sait c'est quoi aller chercher une ceinture. Il sait c'est quoi la pression. Et encore une fois, je le dis, c'est vraiment, pour le coup, il a affronté des gars solides. C'est un 8-0 avec des gars très, très solides. Donc voilà, je pense que Guémouri peut le faire. Je pense que dans son combat, il va vraiment devoir éviter tout ce qui est mi-distance pour éviter de s'exposer à la boxe anglaise de son adversaire. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que la Climax va faire. On sait que la Climax, c'est quand même une bonne team. On a Fares Ziam qui va être dans son coin parce que c'est des acolytes. Donc, j'ai hâte de voir un peu ce qu'ils vont nous préparer pour ce combat. Et on est de tout cœur avec lui pour ce combat. Et effectivement, pour moi, il est challenger. C'est ça, Mika. Juste derrière le combat de William Gomis face à Lucas Almeida, 14-2. Gomis, je parle déjà de Gomis. Faut pas oublier quand même, il est sur un perfect à l'UFC. Et ça, c'est Oui, pareil. oui. 2 combats à l'UFC, 2 victoires. Il y a très peu de gens qui ont fait 3 combats et 3 victoires à l'UFC. Ça, je le rappelle déjà. Donc, il en passe de faire quelque chose que le poignet de combattants sont capables de faire. Maintenant, c'est sûr que dans les victoires qu'il a fait à l'UFC, il n'a pas marqué les esprits. Il n'a pas réussi à emprunter de son style. Et quand on le voit combattre, on ne se dit pas, hormis les connaisseurs qui comprennent parfois ce qui se passe dans le combat, beaucoup ne sont pas encore hypés et beaucoup ne sont pas montés dans le train Gomis. Maintenant, encore une fois, je le dis, le combat qu'on lui avait donné, là, le dernier combat contre Marshall, c'était un vrai bourbier. Ouais. Marshall, pour moi, est très fort et représente l'avenir, entre guillemets, de la catégorie. Et lui-même a échoué. Hein. Derrière, après avoir échoué contre Gomis, il a recombattu, il a échoué encore une fois, Marshall. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Gomis avait fait le combat parfait contre Marshall. Il avait vraiment fait le combat parfait pour gagner par rapport aux armes qu'il avait. Et je pense que l'adversaire qu'on lui a donné, c'est un adversaire qui frappe très fort, comme tous les Brésiliens, de toute manière. C'est un adversaire qui finit ses combats. Sur 14 victoires, c'est 14 finishes. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment aller chercher le finish. C'est quelqu'un qui sait finir au 3e round ou au 1er round. Donc, il a l'habitude des combats qui durent. C'est un combat qui frappe fort. C'est un combattant qui est fort au sol. Mais je pense que Gomis, dans sa gestion des distances et dans sa manière de striker, peut vraiment annihiler le style du Brésilien qui est quand même très shoot to box. On frappe très fort, on est très statique. Et ça, en fait, si Gomis fait encore parler son intelligence, je pense qu'il va gagner ce combat. Maintenant, ma question, c'est est-ce qu'il va réussir à hyper la foule dans ce combat? Je suis pas sûr. Parce que le profil. Ouais, c'est son style en fait, malheureusement qu'il le veut, c'est que c'est quelqu'un qui est très stratégique et très intelligent, tu vois, qui Ouais, va mais vraiment s'éloigner du danger. C'est ce qui fait en fait qu'il a pas encore marqué les esprits. Bah, tu sais, ça me fait un peu rappeler à Cyril, tu vois. Cyril, dans ses débuts, il était assez critiqué par rapport à sa gestion des distances, à sa gestion des rounds, son intelligence de combat, tu vois. Et c'est le style qui le veut parce que c'est quand même qui sent le danger, qui sent venir le danger, qui se déplace, qui va pas forcément à la guerre, tu vois, qui va boxer en contre parfois. Et ça fait que bah c'est pas qu'il engage pas le combat, mais c'est que voilà, il va essayer de contrer derrière et d'installer sa stratégie. Mais ouais, sinon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui va gagner le combat. C'est quelqu'un qui vient gagner le combat et c'est vrai pour le coup, il y a des combattants, on regrette le côté stratégique. Je pense à Caceres, c'est un combattant que j'ai commenté la samedi, qui est en plus chez les 66, qui manque de stratégie et de fight IQ. Et lui, Gomis, ça en est à l'excès. Mais c'est aussi ce qui lui permet de ouais, gagner les combats. c'est ça. Donc, voilà, j'ai hâte en tout cas peut-être que ça sera le combat qui va le révéler. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que faire 3 combats, 3 victoires à l'UFC, c'est pas donné à tout le monde. Bien sûr. Donc on a Volkan Ozdemir, hein, le Suisse qui affrontera un premier venu à l'UFC, Bogdan Guskov. Donc pour rappeler un petit peu, Volkan Ozdemir, il avait fait une entrée très fracassante à l'UFC.
Il avait battu, il se me semble que c'était, comment il s'appelle? Un Haïtien, j'ai oublié son prénom. Saint-Preux. Il combat Saint-Preux alors que Saint-Preux il était dans le top 10, il le gagne. Après il affronte Jimmy Manoa. Après derrière il est propulsé assez vite pour un combat pour le titre. Mais après voilà c'était un peu on va dire une période assez creuse pour la catégorie des light heavyweight. Après voilà, après ce combat-là contre Daniel Cormier, c'était un petit peu compliqué. Derrière, il a essuyé pas mal de défaites. On sait qu'il a changé il a été au All-Star Gym. Après, il a été à un moment donné, je crois que c'était à la team de Nelson Sanford MMA. Carvalho. Là. Ouais, après, ah, pardon. Ah non, oui, voilà, il était en Suisse. Après, il a été en, ouais, il est chez de base chez Nelson Carvalho, il me semble. Après, il a été au All-Star Gym. Je crois il avait switché sur ça. Donc Après, voilà. de mémoire, je crois qu'il a plus le droit d'être aux États-Unis, lui, hein. Ah bon? Ouais, je crois qu'il a pas le droit. Il a pas le droit ni de combattre ni de s'entraîner aux États-Unis. Ah bah que tu m'apprends quelque chose, Mika. Je crois, hein. Attends. Faudrait vérifier l'information, mais je suis quasi sûr. Suite à une bagarre dans un bar ou un truc comme ça ou autre chose, mais je te jure, il y a Ah un ouais, truc. ils sont durs d'interdire pour ça quand même. Ah, je sais pas, mais il y a une histoire dans ce délire, tu vois. En tout Ou cas, c'est suite à ça, il y aurait des problèmes de visa, peut-être. Et il faudrait vérifier l'histoire, mais il me semble qu'il y a une anecdote dans ce type-là. Après, faut pas quand même oublier quand même que Volkan, depuis son arrivée à l'UFC, il est dans le top 10, hein. ouais. Même si effectivement les moins de 93, c'est pas actuellement la KT la plus relevée à l'UFC, il est quand même dans le top 10 depuis plus de 4-5 ans maintenant, hein. Donc c'est quand même remarquable, hein, ce qu'il fait. C'est vrai, c'est vrai. Et après, il y a le co-main event, Benoît Saint-Denis contre Thiago Moïse. C'est le combat, on va dire, qui va vraiment s'il le gagne, en tout cas, qui va vraiment le propulser, on va dire, dans les futurs contenders, en tout cas, dans le top 15, je pense. Benoît qui a déjoué tous les pronostics la dernière fois sur son dernier combat contre Ismaël Bonfim. On va dire que là, c'est vraiment un test, en tout cas, de ce qu'il a montré. C'est vraiment on va dire, un test à son niveau, quoi, qui va faire. On va dire, en fait, s'il passe ce combat, là, on pourrait commencer à parler d'aller chercher un top 15 pour le prochain, tu vois. Pour moi, là, ça va vraiment être le combat qui va faire qu'il pourra rentrer, en tout cas, dans les discussions des top 15. Parce Bah, que bon film, voilà, tout le monde l'avait hypé, mais en réalité, il était à peine à son premier. Il avait un combat à l'UFC, même s'il est très fort, c'est un très très gros prospect. Hein, on va pas minimiser la victoire, mais en tout cas, voilà, Thiago Moïse, c'est vraiment là, on va dire, le step up au-dessus, quoi. ouais, non, moi, bon film, je le trouve fort et je pense qu'on entendra parler de lui après. Le chaos qu'il a eu contre Terence McKinney, c'est quand même pas de la chance. Et les Bien sûr. victoires qu'il avait affrontées au LFA, c'était solide. Maintenant, là où Benoît m'a impressionné, c'était sa manière de rentrer dans ce combat. Parce que moi-même, franchement, je ne le donnais pas favori, je le redis, et je suis content qu'il ait gagné, mais vraiment, je ne le voyais pas favori. Là, en face de lui, Thiago Moïse, encore une fois, c'est solide. Maintenant, s'aventurer contre Sonny après la performance qu'il a fait comment dirais-je, contre Bonfim, c'est compliqué. Et quand je l'ai vu en interview, Sonny, tu vois qu'il est en mission. Pour le coup, en France, souvent, on dit, ouais, on a un problème de mental avec les combattants où il n'y a pas cette volonté comme aux États-Unis de dire je suis le meilleur, etc. Et lui, il y a un truc quand même qui est appréciable chez lui, c'est qu'il dit je suis le meilleur, il dit je vais aller chercher le meilleur, et jusqu'à maintenant, il fait ce qu'il dit. Après, clairement, c'est un combat qui ouvre sur les portes du top 15. Le mec, Thiago, pour citer ce qu'il fait, le gars, il évolue à la TT. Thiago Moïse, c'est un gars qui a battu comme Michael Johnson, Bobby Green, c'est des mecs qui frappent fort. Les dernières défaites, quand même, je tiens à préciser, c'est Ismagulov, Makhachev et Joël Alvarez. Donc, c'est quand même des gros blasts dans la KTD 70. Donc, franchement, si Benoît performe là sur ce combat, pour moi, c'est tout droit une entrée dans le top 15 et effectivement un ticket pour aller affronter un top 15 et pourquoi pas même un top 10 dans les mois à venir. Et c'est pour moi l'un des combats qui me hype le plus sur la carte. Voilà, clairement, moi, depuis l'épisode Bon Film, il y a un truc qui fait que, ok, vas-y, maintenant, maintenant je suis là, je regarde attentivement, il y a un truc qui se passe. Et voilà, j'ai hâte de voir. Après, ça va être un combat difficile et c'est un combat qui est archi équilibré sur le papier. Et encore une fois, c'est Benoît qui vient chercher le défi parce que Thiago Moïse est mieux classé que lui au classement. Donc, ça reste Benoît le challenger et il va devoir faire beaucoup pour gagner ce combat. Maintenant, je pense qu'il a les armes. On l'a vu, il a une bonne lutte, il a une boxe agressive, il est assez hermétique.
Il a un menton en titane, on l'avait vu face à Ezekiel. Maintenant, l'autre aussi, il a des grosses qualités et je pense que ça va aussi jouer sur le game plan. Après, l'arme pour Benoît dans ce combat, c'est quand même Daniel Vorin parce qu'il a l'habitude des Brésiliens. Et Thiago Moïse, c'est quand même l'école brésilienne, tu vois. Shoot au boxing, gros sol, qui évolue à la l'ATT. Donc, Daniel Vorin, ça, il connaît très bien. Et je pense qu'il est en mesure de pondre le game plan qui convient. Donc, on va voir. Et on arrive au main event du peuple, Mika, le co-main event de la carte, Manon Fiorot contre Rosana Majunas. Pour rappel, c'est Rose qui monte dans la catégorie supérieure, donc qui vient, on va dire, se challenger dans une nouvelle catégorie. Même si, pour moi, sur papier, enfin, quand tu regardes les deux carrières, je pense que Rose est favorite, malgré que Manon a des avantages au niveau du physique, au niveau de la longe. Mais ça reste quand même en tout cas un défi de taille. Et ça, en fait, Manon, ça me fait un petit peu rappeler à Cyril lorsqu'il arrivait vraiment dans le. Je pense que tu sais, on va dire Cyril, il a surclassé tous ses adversaires. Comme Manon Fiorot l'a fait. C'est vraiment arrivé au top 3 qu'on a vu, on va dire, le réel niveau, son réel niveau. Et là, bah, Manon, on va dire, il y a un petit peu un point d'interrogation, hein, même si quand je regarde les avis, hein, généralement, c'est un combat qui est gagné d'avance, alors que non, ça reste quand même un gros défi de taille. Donc faut pas sous-estimer un Rose qui a été ancienne championne à plusieurs reprises dans l'ancienne catégorie. Donc là Manon qui fait son retour, son dernier combat c'était à Abu Dhabi lors du combat d'Oliveira contre j'ai un trou de mémoire, c'était Oliveira contre faut me remettre dessus. Oliveira contre Makhachev, elle avait affronté Kathleen Chookagian, un combat qui a été fait qu'elle avait remporté à la décision et où faut saluer la performance, c'est qu'elle s'était en fait fait les ligaments croisés. En tout cas, qu'elle avait entendu un craquement pendant le combat. Donc, elle avait un petit peu levé le pied. Et moi-même, j'avais senti que la performance, qu'elle était pas trop satisfaite de la performance. Donc, voilà, derrière, on a vu, après tout l'historique, c'est qu'elle était vraiment blessée et tout. Donc là, voilà, l'année dernière, elle avait raté l'UFC Paris. Donc là, on va dire, elle revient en forme un an après pour un nouveau défi de taille qui est Rose Namajunas. Ouais, en fait son histoire l'année dernière, c'est la même histoire avec Nassour, c'est-à-dire qu'il rate l'UFC Paris pour se mettre sur l'UFC Abu Dhabi. Et franchement, Nassour, c'est aussi un de mes plus gros regrets sur cette carte. J'aurais kiffé le voir. Oui. Maintenant, pour en revenir à Manon, en fait, je dirais que c'est le main event sportif. Pas forcément du peuple, parce que je trouve que Cyril Gane, il a une popularité qui est largement supérieure à celle de Manon Fiorot. Maintenant, en termes de main event sportif, pour moi, c'est le main event sportif dans le sens où c'est elle aujourd'hui qui est la plus proche de la ceinture. Ouais. Maintenant, sur le côté populaire et sur le côté main event du peuple, non, je pense que Cyril Gane reste le main event du peuple. Maintenant, Manon Fiorot, ce qui est sûr et certain, elle affronte un morceau. Rose Namajunas, c'est quand même la seule fille qui a battu Weili Zhang à l'UFC à 2 reprises. Et Weili Zhang, c'est une fille qui encaisse. Et il ne faut pas oublier qu'elle a réussi à lui mettre un high kick premier round lors de la première rencontre. Donc, Rose, elle sait tout faire. Elle sait striker et elle frappe fort. Maintenant, le quid pour Rose Namajunas, il y a 2 quids. C'est l'une, son état d'esprit. On le sait, mentalement, elle aborde ses combats de manière particulière et on sait, elle est pas, c'est pas la plus forte mentalement, Rose Namajunas. Là, elle combat en France, il y aura le décalage horaire, elle combat pas chez elle. Et la deuxième chose, c'est la montée de poids. On le sait, Manon Fiorot, elle est solide dans cette catégorie, elle a l'habitude, elle a toujours évolué dans cette catégorie. Elle revient de blessure. Aldric le disait, elle est plus forte que jamais. Elle est sur ses 2 jambes, chose qu'elle ne faisait pas depuis beaucoup de combats à cause de sa blessure qui était chronique. Donc, ça va être compliqué pour Rose Namajunas, mais je suis d'accord avec toi pour dire que l'expérience du haut niveau, il est du côté de Rose Namajunas quand même. Maintenant, Manon Fiorot, elle aura l'avantage du physique, elle aura l'avantage de combattre en France devant son public pour la première fois en carrière. Et elle a aussi l'habitude de la catégorie. Et je pense que techniquement, en pied-point, elle sera supérieure Manon. Après, il y a une autre question qu'on ne sait jamais y répondre, et tu le disais un peu, c'est-à-dire que les combattants, on a du mal à juger leur niveau tant qu'ils n'ont pas perdu, parce qu'en fait, on ne trouve pas des combattants qui arrivent à les dominer dans des domaines, et donc du coup, on se pose des questions. Et c'est un peu la même chose avec Manon, c'est qu'on se demande son niveau au sol, on se demande son niveau de lutte, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune fille qui a su réellement la mettre en danger sur ces dimensions-là du combat. Et peut-être que Rose ira chercher justement ces zones d'ombre qu'on ne sait pas et que les filles n'ont pas réussi à mettre en exergue. Et voilà, moi, c'est un combat en tout cas qui me hype de ouf parce que derrière, on le sait, si Manon gagne, c'est la ceinture et potentiellement, pourquoi pas, un UFC numéroté à Paris un jour.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, c'est l'un de mes combats coup de cœur et c'est un combat pour lequel, en tant que passionné du MMA, je serais devant ma télé et même je serais ultra passionné de voir. Souvent, je dis, je vanne un peu les sports féminins dans le foot, etc. Ça m'arrive. Mais là, pour le coup, tu vois, je trouve qu'on fait la promotion par le talent et pas parce que c'est une fille qu'on la met comme event. On la met parce qu'elle mérite sa place Ouais. et que les performances qu'elle fait, elles sont ouf à chaque fois. Non, c'est ça, c'est ça. En tout cas, elle a vraiment de quoi briller ce samedi soir. Et c'est un combat qui j'espère en tout cas la propulsera pour le titre et lui apportera, on va dire, toute cette reconnaissance. Parce que je trouve qu'elle a pas cette reconnaissance là Ouais, actuellement, parce qu'ça, c'est elle est dans le top 3 de la catégorie. Et c'est ce qui se fait de mieux, en tout cas, dans le MMA féminin. Mais même Mika, Dans le MMA mondial, c'est aujourd'hui oui, celle qui est le plus proche d'aller chercher la ceinture que tout le monde rêve d'avoir. C'est elle qui est le plus proche d'aller chercher cette ceinture mondiale. c'est ça. C'est ça, Mika. Passons au main event. Spivak contre Cyril Gann. Je te laisse alors sur ce combat. Et ben, C'est quoi écoute, ton avis? Tu hype ce combat? bah, il me hype. Alors, pour être honnête, bien sûr qu'il me hype parce que c'est le main event, c'est en France et j'ai envie de revoir Cyril Gane combattre. Faudrait pas tout balayer d'un revers de main en disant ouais, bon. Parce qu'il y a comme le spectre qui plane autour de Cyril Gane aujourd'hui, Non, c'est moi quand je même. parle même par rapport au fait que c'est un gars un petit peu inconnu enfin, Ouais, tu parles de Spivak. Attends, sans oh, te dire inconnu au bataillon, mais pour ceux qui, voilà, qui regardent le MMA occasionnellement, tu vois. mais il y a quand même l'effet, je trouve, de la part des Français là. Il y a quand même un mood. Ouais, mais vas-y, t'as vu ce qu'il a fait contre John Jones. Mais ce que Ah, je mais veux dire, après, Mika, ça c'est les. non, non, mais il y a beaucoup, beaucoup de Français qui me disent ça, franchement. Et il y a un truc que je comprends, tu vois, il y a quand même quelque chose, c'est que avant John Jones, c'est un perfect. Ok, il a perdu contre Francis Ngannou à la décision Et archi serrée encore, au hein, ce cinquième round. combat, Il était c'est un serré. combat engagé. Non, mais bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, avant ça, il faut voir tout ce qu'il a fait. Ce que je veux dire, tu n'arrives pas à combattre John Jones comme ça. On ne te donne pas deux chances à la ceinture pour rien. On ne te donne pas la ceinture intérimaire pour rien. Donc, je trouve qu'à un moment donné, il faut quand même reconnaître aussi. C'est important de reconnaître le talent et de dire qu'il est main event, c'est pas pour rien, tu vois, parce que c'est pour ça que je mesurais un peu les propos, parce que clairement, je trouve que Manon Fiorot, du point de vue sportif, elle mérite ce main event, mais du point de vue populaire et du point de vue tout ce qui a été accompli à l'UFC, il le mérite largement. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on méritait mieux que Spivak en face de lui. On méritait mieux que Bah après, en Spivak. fait, quand on regarde la catégorie, en fait, presque tous les combats, ils sont déjà, comment dire, Ouais, sont Bouquet. déjà matchés. Par exemple, il y a, ouais, Bouquet, par exemple, bon, à part Sergei Pavlovich, moi je pensais qu'en plus qu'il allait être back de ce combat-là, mais en fait, finalement, il l'est pas. Après, t'as Tsipimedi qui est prévu pour John Jones, t'as Thomas Pinal qui sera présent, il l'a dit, hein, et il Ouais. veut clairement prendre Et le gagnant. Bon, même je pense que on sait que c'est Cyril Gane qui l'intéresse. Derrière, t'as Curtis Blade qui est cinquième du classement, qui est déjà booké contre Almeida. Jailton Almeida. Tu vois ça contre Alexander Volkov. Et donc après voilà, ça aurait été trop loin, tu vois, d'aller chercher. Bon, Derek Lewis, il l'a déjà affronté. Marcin Tybura qui est 11e en plus, qui vient de perdre face Non, mais ça avait à... aucun sens derrière. Moi, ce que j'aurais voulu, franchement, clairement, c'était. Il n'y avait pas mis le prénom, hein. Ce que je voulais, c'était Aspinal, Blade, euh, Pavlovic ou Almeida. Voilà, c'est les quatre prénoms qui m'intéressaient. Maintenant, c'est Spivak. Et juste une chose, du coup, de ce combat, j'ai hâte de voir Cyril revenir parce que j'ai le sentiment, peut-être je me trompe, mais j'ai le sentiment qu'il va se passer une masterclass. Je pense vraiment et j'espère que c'est ce qui va se passer, mais surtout, je pense que ce qu'il a à cœur, c'est de faire une masterclass et fermer des bouches. Parce que, Non, mais je suis... ouais. et je pense qu'il va foudroyer Spivak. Voilà, ça, c'est ce que je pense qu'il va faire avec une gestion de distance, peut-être avec un striking plus agressif, plus méchant, J'espère. une volonté de finir le combat, on va dire, un peu plus que d'habitude. Je vois bien un TKO KO au troisième, quatrième round. Mais sincèrement, ce que je pense, c'est qu'il va montrer qu'il y a une différence de niveau entre Spivak et lui. Et ça serait logique qu'il arrive à le faire. Et je pense que ça serait une belle issue. Maintenant, attention à ce que Spivak ne gâche pas la fête. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau dans l'équation aujourd'hui, c'est que les combattants de la catégorie ont vu
que Cyril Gane avait un gros Bah, problème au c'est sol et ça en le lutte. problème. Ouais. Et on l'a vu face à Francis une première fois, alors que c'était pas un spécialiste lutte et sol. Et on l'a vu de manière outrageante, entre guillemets, face à John Jones. Et c'est pour ça que je dis attention à Spivak parce qu'il a quand même des qualités de ouf. Spivak, c'est un combattant depuis très longtemps. C'est un combattant qui combat depuis très longtemps, qui s'entraîne depuis très longtemps. Et sur ce combat-là, à la différence de Cyril Gane, lui, il n'a rien à perdre. C'est Alors que ça. Cyril Gane, quand même, entre guillemets, hein, j'ai envie de dire, il a un peu Il a tout à perdre, la boule au ventre quand même. Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Il a eu la chance au titre contre John Jones. Il s'est passé ce qui s'est passé. Derrière, il y a eu une petite déferlante, une remise en question, des nouveaux axes de travail. Et aujourd'hui, il affronte un mec qui est moins bien classé que lui chez lui. Et là, entre guillemets, il n'a pas le droit à l'erreur et il le sait. Après, ça reste du sport, etc. Mais je pense que voilà, il y a quand même un côté psychologique qu'il ne faut pas négliger dans ce combat. On a un Spivak qui va arriver, qui va être normalement complètement désinhibé et qui aura rien à perdre. Et on va avoir un Cyril Gane qui, lui, va être quand même un peu sous pression, mais qui va avoir à cœur de montrer qu'il y a un vrai niveau de différence entre lui et le reste de la catégorie. Donc voilà pourquoi le combat, il me hype quand même parce que je pense que ça va être. Voilà, je pense qu'on va avoir du gros Cyril sur ce combat. Mais c'est ça en plus jusqu'à présent, enfin, jusqu'à son dernier combat. Cyril, c'était un petit peu l'athlète irréprochable qui avait surclassé tout le monde. Bon, il y avait toujours des reproches hein, sur sa manière à trop gérer les combats, mais même sa victoire, enfin sa défaite contre Ngannou, voilà, c'était pas une défaite entre guillemets, comme les gens ont qualifié de sa défaite un peu humiliante de John Jones. Tu vois, celle-là, on pouvait pas la Ah qualifier oui, d'humiliante. C'était vraiment un combat engagé, serré et tout, donc qu'il n'avait pas démérité, contrairement à celle de John Jones. Donc derrière, on a vu que Cyril était revenu beaucoup plus fort, notamment face à Tuivasa. Là, on verra quel impact ça a ouais. eu cette défaite, tu vois. On verra parce que c'est vrai qu'en tout cas, là, à première vue, tu sens qu'il en veut, tu sens qu'il est concentré, qu'il a, on va dire, une revanche à prendre. Parce que derrière, en fait, la vague de critiques qui s'est pris, c'était du jamais vu. Tu vois, même lui, il le dit que c'était du jamais vu, tu vois. Lui, après, je pense qu'il a une méconnaissance aussi de ce qui se passe dans le MMA. Et je pense que nous, on n'a jamais connu ça dans le MMA aussi. Tu vois, c'était quelque chose de nouveau pour nous. Moi, quand j'ai vu Cyril Gane affronter John Jones, John Jones, c'est la légende. Et franchement, je savais que ça allait être dur hein, pour Cyril, faut pas. Mais j'étais avec lui, j'y croyais et voilà, je m'attendais à mieux. Donc il y a eu cet effet un peu déception. Et comme je l'ai dit, la com, elle a peut-être pas été la meilleure com, tu vois. Et je crois que c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a très peu de Bah, en communication fait, autour de. On a sur très. ça, le Ouais, problème, c'est que Cyril, il a toujours été en fait connu oui. pour cette image-là de bon gamin. Ça veut dire qu'en fait, la com, elle n'a pas été plus accélérée ou plus poussée à ce niveau-là. C'est juste qu'on le connaissait comme ça, tu Oui, vois. mais en fait, là, il y avait un tel. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait tel. Une telle différence entre le John Jones qui était en mission sa race, qui faisait flipper, et Cyril qui était très relax, Trop qui jouait à la décontracté, oui. console. On voyait les sparring, tu voyais les sparring de John Jones qui étaient tous des Mhm. buffs, des trucs, des machins. Tu voyais les sparring de Cyril Gane qui étaient pas forcément de la même morphologie qu'un John Jones, Ouais. etc. Tu voyais Cerudo dans le coin de John Jones qui donnait, je sais Ouais, pas c'était comment dire, vraiment de la méthodologie, il y a, de la science. ouais, si maintenant tu regardes les images du camp d'entraînement en sachant ce qui s'est passé dans le combat, tu t'aperçois que c'est pas du hasard. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Et je pense que ça, ils en ont, j'espère qu'ils en ont tenu, forcément, ils ont appris. Maintenant, il avait pas, en fait, même dans le combat de Francis, je suis pas sûr qu'il y ait eu autant de pression que face à John Jones. Je crois vraiment, et là, c'est pas la même chose, tu vois. Là, j'ai l'impression qu'il est armé forcément. Tu as combattu Francis Ngannou pour une ceinture. Tu as combattu Derrick Lewis chez lui pour une ceinture. Tu as combattu John Jones pour son retour. Franchement, je pense que Spivak à Bercy, c'est quand même pas la plus grosse pression à gérer. Bah, Et si, Mika, enfin, moi, je pense que si, justement, parce que les noms que tu viens de citer, Spivak, il a pas affronté de grands noms encore, il a perdu contre Thomas Spinal assez rapidement. Et en fait, justement, en fait, on va être sincère, t'as pas le droit à l'erreur. Ah Alors non, que mais John ça, c'est Jones, sûr. bah, tu sais, regarde, même dans une interview, dans un film RMC, t'as, t'entends Cyril dire en gros qu'il s'en fout de perdre parce qu'il est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Tu vois, alors que là, contre Cyril Spivak, tu peux pas perdre. Honnêtement, tu ne peux pas perdre. En tout cas, quand tu es Cyril, que tu as eu la ceinture intérimaire, que tu as affronté Ngannou et que tu as affronté aussi John Jones, là, actuellement, tu es numéro un du classement. Enfin, ouais, numéro. Ouais, si, il est. Non, c'est. Si, il est numéro un. En tout cas, il est dans le top 3.
Tu peux pas perdre. Il est derrière Pavlovich. Mais ce que je veux dire par là aussi, c'est faut pas oublier ce qu'il a fait. Ah, Tuivasa, Derek Lewis, Non, mais bien Volkov, sûr, mais Rosenstruck, malheureusement, Junior Dos Santos. Ce que bien je veux dire, sûr, Mika, c'est qu'il je suis a d'accord. arraché les gars. En fait, il les a annihilés, même. C'est pas arraché parce que c'est pas son style. Mais c'est pour ça que je te dis, normalement, moi, franchement, je pense qu'on a un peu, et c'est vrai, l'image, elle s'est ternie un peu, l'image du Cyril Gane intouchable, très aérien, qui touche sans se faire toucher et tout. Elle s'est un peu ternie avec le combat de John Jones, c'est évident. Maintenant, je pense que samedi, on va avoir un Cyril Gane assez différent. Et le sentiment que j'ai, c'est qu'il a quand même beaucoup appris du combat de John Jones. C'est-à-dire que même s'il est archi détente, bon gamin et tout, il va pas forcément communiquer dessus avant son combat. Je pense qu'il il est vraiment plus en mission, plus centré sur lui-même. Il est détente, mais dans son coin, et il va montrer qu'il prend la chose au sérieux. Après, c'est le sentiment que j'ai, et il y aura la réalité du combat. Hein. C'est ça. En tout cas, parce qu'en réalité, j'espère qu'il va gagner ce combat. C'est pas un combat qui va lui faire prendre des places ou qui va Ah non, entre oui. guillemets tu vois, le Mais reclasser pour aller chercher le titre. Et en plus, on sait que Mika, le plus dur, il reste à venir. Hein. Parce que là, ça va être inévitablement Jailton Almeida dans le futur, Thomas Pinal juste après, je pense, et ou Curtis Blade. Tu vois, et on sait que c'est pas les plus gentils de la catégorie, quoi. non, mais après, gros, ce que je veux dire aussi, c'est il est top 5 depuis presque 2 ans Non, maintenant à bien l'UFC, sûr, mais donc c'est regarde, forcé. en fait, regarde, quand tu regardes le classement. Là, les nouvelles têtes, c'est Jailton Almeida. Je vais pas dire Curtis Blade parce que ça fait un moment qu'il est là, mais stylistiquement, c'est un pôle nouveau. T'as Thomas Pinal, bon après c'est Miocic, c'est un ancien. Et les gars que je viens de citer, quand Cyril il est arrivé, il y avait pas, ils étaient pas là. Volkov c'était on va dire de l'ancienne école. Euh, Jairzinho qui est le knockout power, mais c'est pas le gars le plus dangereux, surtout quand t'as le style de Cyril. Tu Non, vois mais ce que je veux dire? écoute, je suis archi d'accord avec toi pour dire que Pavlovich, Almeida, Blade et Aspinal sont des gros dangers. Ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, c'est combat par combat et voilà. En Là où fait, je sais je pas suis ce d'accord qui avec est. toi, En tout c'est cas, que moi, chaque combat que il avait fait à l'époque, que ce soit Jairzinho, le seul combat qui m'inquiétait un petit peu, où j'avais un petit peu peur, c'était Volkov. Mais tous les combats qu'il avait fait jusqu'à présent, voilà, quand je regardais les combats, j'analysais tout, j'étais pas si inquiet que ça. Mais là, par contre, je sais que Jailton Almeida, Thomas Spinal, Curtis Blade, je pense que c'est les moins inquiétants des trois, parce que voilà. Mais je me dis que là, le plus dur reste à venir. Honnêtement, le plus dur reste à venir là, pour oui, Cyril. pour la suite de sa carrière, tu veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est déjà, on parle de Rosenstruck comme si c'était une évidence. Mais Volkov, Rosenstruck et tout, c'est dur. Derek Lewis, c'est dur, gros. Mais regarde, ça reste des gars qui sont. En fait, ce qui était le plus dur pour moi, je pense que c'était de marquer les esprits parce que Dana White, il avait quand même critiqué et voilà, derrière, on sait que c'était même logique, hein. Leur but, c'était d'aller chercher le titre, tu vois. Mais en gros, le parcours qu'il a fait il y a 2 ans, si tu le remettais actuellement, je pense que ce sera un parcours différent du fait qu'il y a des nouveaux venus dans la Oui, catégorie, tu vois. en fait, toi, tu dis que le niveau d'adversité aujourd'hui est plus important qu'il y a 2 ans. Oui, Et, ben, avec les nouveaux arrivés, ouais. et là, je suis Arrivés. d'accord avec toi. Bah, tu vois, John Jones, Miocic, Aspinal, Pavlovic et tout, la KT des plus de 93, à un moment donné, je disais moi-même qu'elle était un peu vide. Aujourd'hui, ils ont su se renouveler. Ils ont ramené C'est 3 ça. nouveaux blasts qui sont capables de bouleverser le classement. Ça, c'est une réalité. Mais voilà, en tout cas, sur le combat Spivak, franchement, normalement, la seule crainte que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, les poids lourds ont vu que c'était possible. Et on sait qu'il y a beaucoup de combattants comme ça, comme Ousmane par exemple, qui paraissait imbattable jusqu'au jour où Edwards l'a battu. Et après, ça a paru, entre guillemets, facile de le battre. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose qui est inquiétant parfois, c'est que psychologiquement, il y a quelque chose qui se brise dans l'esprit du combattant. Et c'est sur ça qu'il faudrait être, entre guillemets, vigilant ou je dirais que l'équation, on ne la connaît pas bien. Mais sur le reste, je suis pas inquiet. C'est ça, Mika. En tout cas, bah, hâte d'y être, hein. Hâte d'y être. On rentre demain, enfin après-demain dans la Fight Week. Et on espère en tout cas que tous les Français puissent briller comme l'an passé. D'ailleurs, Mika, Clairement. tu seras au commentaire de RMC. Je sais pas, je crois pas. Je suis pas sûr. Ok. L'an dernier, tu y étais. Ouais, l'an dernier, j'avais fait les prélims, c'était C'est quand mortel. même une expérience folle, non, d'être devant la cage et Ouais, commenter les combats. mais l'expérience, c'est vrai, tu vois, de commenter devant la cage et tout, c'était incroyable parce que tu entends.
Après, moi, j'ai déjà coaché, donc je me rends compte des frappes, de la Oui, bien puissance sûr. des frappes. Mais quand tu voyais un Whittaker face à Vettori, déjà, tu vois tu prends un peu. Oui, mais c'est ça, parce que quand tu coaches, bah, t'es focus sur ton Voilà. combattant, t'as un peu ces là et tout. Puis là, tu Alors vois que, mieux les déplacements. Tu sais, tu vois à ras des pieds, donc tu vois bien le déplacement, tu vois l'intelligence, tu vois les coups d'œil, tu vois aussi beaucoup mieux les appels, les feintes. C'est incroyable. Moi, j'avais vu Whittaker, il m'avait bluffé Whittaker, alors que quand je le voyais en combat, il me paraissait moins impressionnant. oui, Mais quand je l'ai vu dans cette cage, j'ai dit, OK, il y a vraiment une c'est du haut niveau, différence là. parfois. Ouais, quand tu vois de proche, parfois, tu vois mieux les choses. Et après, il y avait aussi autre chose, et j'insiste là-dessus. Le public, je suis persuadé que le public français a donné la victoire à 2 combattants à Bercy, hein. Notamment à Cyril Gane et à Gomis. Enfin, en tout cas, ils ont été des Enfin, vrais tu dis supporters. ouais, ils Ce ont que je veux dire, transporté, quoi. ils les ont transportés, ouais, ce qui a permis aux Français de se transcender. Et j'invite vraiment tous ceux qui ont la chance d'être à Bercy de supporter fort les Français, vraiment. Pour le coup, ils auront besoin de vous, hein. Vraiment tous, tous, tous. Et voilà, et c'est la seule chose que je peux espérer, c'est qu'il y ait cette ambiance de ouf, parce que c'était incroyable. C'est ça, Mika. En tout cas, là, on a fait le tour sur l'actualité. Là, je sais il y a le MoAGP qui a annoncé son retour le 16 septembre à Genève. Et c'est toujours, en tout cas, le même main event parce qu'en fait, pour rappel, le MoAGP, il avait été annulé pour diverses raisons. Et en main event, on avait Kouadja contre Saïd pour la ceinture des light heavyweights. Là, la carte, elle a été annoncée, en tout cas, sur leur Instagram. Et donc, ils seront de retour à Genève le 16 septembre. Après, donc ça va être le premier, on va dire, le premier événement français de la nouvelle saison, on va dire, Justement, je 2024. te disais qu'il y avait l'Hexagone. Qui L'Hexagone revient? avant, ouais, l'Hexagone avec le Brave. Ok. C'est une association. Bah oui, je suis un ouf. Bah Le, oui. Bah le oui, bah 7 septembre. Amir, il était de base. Il devait combattre sur cette carte-là, même faire le main event. Exactement. Finalement, il est plus sur la carte. Ouais, ouais, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y Exactement. avait cet événement. Et du coup, bah, après, il y a une vraie différence quand même entre la carte du Brave, entre guillemets, et la carte de l'Hexagone, tu vois, parce que la première partie, c'est l'Hexagone, et la deuxième partie, c'est le Brave. Et sur la carte Il y a du même Brave, trois parties, hein. Il y a l'AEF là de Billy Syrup en amateur en première partie. ah putain, c'est bien ça. Ok, Ouais. ça je savais pas. Mais sur la partie comment dirais-je, du Brave, on a en main event, on a Jiroun Martins, donc Jiroun qui remplace Amin Ayoub. On a Axel Sola qui affronte l'Ukrainien et on a comment ça s'appelle? On a des gars ensuite, ouais, je connaissais pas, c'est Oussaïdi. Si, pardon, putain, je suis en ouf. Oussaïdi, c'est Bison de la team du Nord, le poids lourd qui a affronté Bigfoot Silva. Oui, oui, je le connais, mais je le vois pas sur la carte. Si, il affronte Dalid. Alors, il affronte un mec qui s'appelle Dailitko. Donc, tu vois, il y a déjà 3 gros blasts sur la carte du Brave. Et franchement, c'est ouf. Après, sur la carte de l'Hexagone, on a le. On a, Regarde, on non, a. mais c'est pas ça. C'est pas C'est ça? c'est en dessous encore, tu Mais vas si. voir. Écoute, descends Mais, en dessous. mais Mika, c'est Parce- ça le 7 septembre. Mais oui, mais ça, c'est la carte. Toi, tu n'as que la carte de l'Hexagone. Alors que si tu descends en dessous, Ah, tu as les 2 cartes. ok. Désolé, autant pour moi. Et, Ok, euh, ok. C'est bon, ouais. et Ah, en ouais, plus, j'avais vu Aïd en main event. Ok, donc, ok. bah oui, Laïd, il Ah, fait ok, le, en fait, ma- le main il faut event vraiment de une partie l'Hexagone. hexagone et une partie brave. Je pensais que c'était Et, mélangé, moi, en fait. exactement, non, Ok. non. Et donc, du coup, tu as Laïd qui fait le main event. C'est mérité, parce que voilà, lui, en plus, lui, il fait son petit chemin pour l'instant, hein. Il est sur une série de victoires Ouais. consécutives. Franchement, c'est pas mal. Et on a le retour de Shaban Bedra. Ça fait plaisir. Après, je sais pas combien d'années d'absence, il affronte un Argentin. Cette fois-ci, j'espère qu'il va le plier. J'en peux plus des Argentins. Ouais. Et derrière, il y a Nassim aussi qui combat, qui j'espère qu'il gagnera. Et il y a Thomas Glo. Donc voilà, franchement, il y a des gars sympas à les regarder sur cette carte de Il y a l'Hexagone. pas mal de combats poids lourds, hein. Là, sur la carte de l'hexagone, il y en a deux. Sur la carte du bref, il y en a un troisième. Et en main event, et en amateur, il y en a deux. T'as envie de les prendre ou quoi, AB? Non, je pense que. Non, non, même pas. Même pas. Ok. Bah non, c'est des gens qui sont brèves ou à l'Hexagone. Non, après, non, non, je remarque, je fais la remarque parce que c'est rare d'avoir autant de combats poids lourds en fait. Bah déjà parce que la KT n'est pas beaucoup fournie, Ah ouais, c'est mais clair. donc Donc c'est pour ça voilà, que je donc faisais la remarque.
En tout cas, le premier événement de MMA, ça sera bien l'Hexagone Alliance Le Brave et qui s'organisera donc à Nantes le 7, comment dirais-je, le 7 septembre. Et derrière, effectivement, il y a Ok. le MMAGP qui revient. Alors après cette annulation particulière avec toutes les histoires qu'il y a eu autour. Ouais, Et, je sais pas. qui revient le 16 septembre et effectivement qui garde le main event que là on attend avec impatience, c'est Quadja contre Saïd Mahalem. Et on a aussi une autre ceinture en common event, ça sera Alphan Rocher contre Déby Tachon. Alors lui, je ne le connais pas pour être honnête. Mais voilà, on a toujours la carte qui se construit et les combats qui sont annoncés au coup par coup. Ouais, et bah du coup, on a été habitué à avoir 3 événements à chaque fois en fait avec le RS. Mais là, pour le moment, le RS, je suis un petit peu surpris parce qu'on est le 28 août. Donc considéré comme ça, on était en septembre. Donc il y a un événement qui est censé se faire le 6 octobre. Là, pour le moment, il n'y a aucune billetterie qui est ouverte. Il y a pas trop de news. Donc je ne sais pas où est-ce que ça en est. Il y a Alexandra Tekena qui avait tweeté en gros. Je vais faire en sorte de vous faire apparaître le tweet à l'écran. Ou non, plutôt, je vais le montrer directement. Tu sais, genre, en gros, elle fait comprendre qu'elle veut combattre. Mais Elle joue. ouais, ouais, Et il y a en fait, beaucoup elle de a mis ça. combattants. Elle a mis ça. Tu vois. Elle a mis juin. Enfin, non, c'est flou. Elle a mis juin une croix rouge, septembre une croix rouge, octobre une croix rouge, novembre. Elle a mis enfin Arrest Fighting avec des yeux, genre. Donc, je sais pas si ça laisse paraître que c'est elle qui va combattre ou si, en gros, elle a eu des nouvelles et que, en gros, bah, ça reprend quand en novembre, tu vois. Je sais pas, ça m'étonnerait novembre, ça me paraît loin. Oui, Maintenant, mais Mika, en général, le RS, ils sont assez actifs sur ça, en termes de billetterie, bah même, toujours jamais une billetterie qu'un mois à l'avance, tu ouais, mais vois. t'imagines de juin à novembre, ça fait 5 mois, c'est énorme, c'est la moitié d'une année. Ah, ouais. Après, peut-être que tu as raison, mais c'est vrai que même sur la carte, tu sais, Aïda Younoussov, ils n'ont pas annoncé de combat. Et de la même manière, il y a plein d'autres combattants, je vois qui cherchent des combats. Amin Ayoub, du coup, moi, je croyais qu'il combattait pas à l'Hexagone parce qu'il allait combattre au RS. Bah non. Il y a plein d'autres combattants. Il y a Elias, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu combattre. Je pensais qu'il allait recombattre. Binaté, je vois rien. Je vois pas le fait qu'il prépare un combat. On a reçu Ibramane, pareil, il n'y a pas de combat. Là, on sait que comment Beisongour, il est parti faire le camp d'entraînement de Chimaev jusqu'à presque octobre, donc on sait qu'il ne combat pas. Enfin, il y a plein de trucs qui font dire qu'effectivement, il y a, je sais pas. Mm. C'est bizarre, Ah c'est ouais, vrai. donc à Faudrait, voir. euh, faudrait qu'on demande. C'est ça, bah Mika, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, là, je crois que c'est bon, hein. En tout cas, Mm. encore une fois, je vous dis, les athlètes français, ils vont avoir besoin de vous. Allez les follow, allez les liker. Et ceux qui auront la chance d'être à Bercy, bah, donnez de la force, hein. Donnez de la Ouais, force au maximum. c'est ça, Mika. Bonne semaine à tous, merci de votre fidélité. J'espère que le son, ça, c'est clairement mieux là. Ah, pour moi, c'est carré en tout cas, Ibi. Ouais, mais c'est ce que tu m'as dit l'année dernière, mais apparemment il y avait un petit sifflement, donc on va, s'il y a un expert en tout cas dans le domaine de l'image et son, je Mais suis même, preneur. même l'image, elle est nette là, Ibi, hein. Ouais, là, l'image, elle est plus nette. L'image, elle est Ouais, plus nette, là. là, t'es beau. Tu sais, je suis comme On voit la lumière les qui petits détails. reflète. On voit la lumière, elle reflète sur ta peau, tu vois. Là, je suis comme les streamers, là, sur Twitch et tout. Je commence à un petit peu mieux comprendre, Comment ça les, fonctionne? ouais, comment ça fonctionne. Bah, écoute, Mika, c'est tout pour nous. Pas de croustilles aujourd'hui. On espère revenir très vite avec quelques croustilles. Et en tout cas, bah, cette semaine, vous aurez le droit à un épisode qui a été déjà tourné, là, pour Gan Spivak, Manon Fiorot, Rosa Majuna. C'est un peu plus poussé dans les analyses que j'ai fait avec Nicolas Hoth. Et bah écoute, on se voit la semaine prochaine pour le débrief de l'UFC. Mika, C'est 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 tout pour carré. nous. Vas-y, AB. Ciao, ciao.